La salle de conférence devint silencieuse après les mots de papa. Je me tenais sur le seuil, les rapports trimestriels que j'avais préparés à la main, observant mes 3 frères et sœurs, Marcus, Jennifer et David, s'agiter mal à l'aise dans leur fauteuil en cuir. Pas au point de me défendre, cependant. Ça, jamais. Papa, je voulais juste déposer l'analyse financière que tu avais demandée, dis-je doucement, en gardant ma voix stable. 7 ans de ce traitement m'avaient appris à ne jamais montrer mes émotions, à ne jamais leur donner cette satisfaction. Laisse-la à Carole, dit-il d'un air dédaigneux, sans même lever les yeux de la présentation que Marcus faisait. C'est une réunion du conseil pour les vrais actionnaires. Marcus eut un sourire narquois. Oui, Sarah, les adultes sont en train de parler. Je posai le dossier sur le bureau de Carole à l'extérieur, et je retournai à mon bureau dans l'aile du bâtiment, le bureau de l'entrepôt, comme Jennifer aimait l'appeler, même si je travaillais à la comptabilité et à l'analyse financière de l'entreprise depuis 7 ans. 7 ans à arriver à 6 heures du matin et à partir à 20 heures. 7 ans à corriger leurs erreurs, à repérer leurs fautes de comptabilité, et à prévenir au moins une douzaine de désastres financiers. Mon téléphone vibra. Un texto de Jennifer, ne le prends pas personnellement. Tu sais comment est papa avec l'héritage familial. Tu fais toujours partie de l'équipe. Je le supprimai sans répondre. Le mot équipe signifiait quelque chose de très différent pour eux et pour moi. L'entreprise, Morrison & Son Manufacturing, était dans la famille depuis 40 ans. Papa l'avait transformé, d'un petit atelier d'usinage, en une puissance régionale avec 300 employés et 42 millions d'euros de revenus annuels. Et moi, la fille adoptive qu'il a recueillie à mes 8 ans, après la mort de mes parents dans un accident de voiture, j'étais autorisé à y travailler, mais sans jamais vraiment y appartenir. Mon téléphone de bureau sonna 1 heure plus tard. La voix de Carole se fit entendre, pleine d'excuses comme toujours. Sarah, ton père veut l'analyse révisée des contrats fournisseurs pour la fin de la journée. Celle qui prend 3 jours à compiler correctement. Il a dit que tu n'étais pas occupé, puisque tu n'étais pas à la réunion. J'ouvris mes fichiers. Je l'avais en fait terminé hier, anticipant exactement ce scénario. Je la montrai dans 20 minutes. Envoie-la simplement par email. Il ne veut pas que tu interrompes la session du conseil. Bien sûr, qu'il ne le voulait pas. Je passai le reste de l'après-midi à examiner les vrais chiffres trimestriels. Ils n'étaient pas bons. Marcus avait poussé à une expansion agressive sur le marché du Tennessee sans recherche appropriée. Jennifer avait approuvé un budget marketing de 30% supérieur aux prévisions, avec un retour sur investissement minimal. David, le plus jeune à 28 ans, avait négocié un contrat fournisseur qui nous liait à des prix déjà 15% au-dessus du marché. Mais ils étaient de la famille par le sang, alors ils siégeaient dans la salle du conseil à prendre des décisions, pendant que je restais dans mon bureau de l'entrepôt à corriger leurs erreurs. À 18 heures, je fis mon sac et partis. Papa était sur le parking, parlant au téléphone près de sa Mercedes. Il me vit et termina son appel. Sarah, attends. Je m'arrêtai, me tournant vers lui. Écoute, à propos de tout à l'heure. Tu sais comment c'est. Les membres du conseil, les investisseurs, ils veulent voir une direction familiale. Le nom Morrison signifie quelque chose. Je comprends, dis-je, en gardant une voix neutre. Tu fais du bon travail. Vraiment bon. Mais les affaires, c'est une question de perception, tu sais. Marcus, Jennifer, David, ils représentent la continuité. L'héritage. Bien sûr. Il parut soulagé que je ne discute pas super. Oh, et nous avons le dîner de famille annuel dimanche prochain. Tu devrais venir. Barbara adorerait te voir. Barbara, sa femme, ma mère adoptive, qui avait clairement fait savoir dès le premier jour que j'étais une œuvre de charité, pas une vraie fille. Je vérifierai mon emploi du temps, dis-je. Il me tapota l'épaule maladroitement et retourna à sa voiture. Je conduisis jusqu'à mon appartement en centre-ville, celui que j'avais acheté avec mon propre argent il y a 3 ans. Pas le domaine familial où mes frères et sœurs vivaient encore sans payer de loyer, à 32, 30 et 28 ans. Cette nuit-là, j'examinais mes dossiers personnels, ceux que je gardais à la maison, pas au bureau. Ceux qui montraient la véritable structure de propriété de Morrison & Son Manufacturing. Quand grand-père Morrison est mort il y a 12 ans, il avait légué ses parts d'une manière très spécifique. Papa a eu 33%. Mais les 67% restants étaient allés dans une fiducie,
une fiducie qui serait gérée par des fiduciaires jusqu'à ce que j'ai 25 ans, moment auquel elle me serait transférée directement. J'ai eu 25 ans il y a 3 ans. Papa ne le savait pas. Aucun d'eux ne le savait. Les fiduciaires avaient gardé le secret, comme grand-père l'avait spécifié. Les actions étaient détenues sous le nom d'une entité juridique qui n'avait pas de lien évident avec moi. Et je n'avais jamais dit un mot. J'ai simplement observé, attendu, et appris exactement quel genre de personne était vraiment ma famille adoptive. Le lendemain matin, Marcus m'appela dans son bureau. Il l'avait récemment redécoré avec des meubles modernes et coûteux que l'entreprise avait payés, bien que cela provienne de son budget départemental. « Sarah, nous avons besoin que tu fasses quelques calculs pour nous. Papa envisage une acquisition majeure. » « Quel genre d'acquisition ? » ? « Hartfield Manufacturing. Ils sont en difficulté, et on peut les avoir pour un bon prix. Papa veut agir vite. Je consultais les finances publiques de Hartfield sur ma tablette. Ils sont en difficulté parce qu'ils ont 18 millions d'euros de passifs environnementaux non divulgués. L'EPA enquête sur 3 de leurs installations. Marcus balaya l'air d'un geste dédaigneux. Les avocats de papa s'en occuperont. Nous avons besoin de projections sur l'intégration des revenus. Prépare-les pour demain. C'est une mauvaise idée. Heureusement que personne ne t'a demandé ton avis. Fais juste l'analyse. J'ai fait l'analyse. J'ai montré en détail exactement pourquoi l'acquisition de Hartfield serait un désastre. Les coûts environnementaux, à eux seuls, dépasseraient tout bénéfice de revenus pendant au moins 5 ans. J'ai inclus la documentation de l'EPA, des précédents juridiques et une modélisation financière. Marcus a présenté mon analyse à papa, s'attribuant le mérite du travail, naturellement, et papa a décidé d'aller de l'avant quand même. Parfois, il faut prendre des risques en affaires, a annoncé papa lors de la réunion du conseil suivante, celle à laquelle je n'étais pas invité mais dont Carole m'a parlé. La famille Morrison n'a pas bâti cette entreprise en jouant la prudence. Au cours des 2 semaines suivantes, les plans d'acquisition s'accélérèrent. Jennifer s'occupa des plans d'intégration marketing. David négocia avec le PDG de Hartfield. Marcus structura les termes de l'accord. Et j'observais tout cela, prenant des notes, documentant tout. Un jeudi après-midi, Jennifer s'arrêta à mon bureau. « Sarah, on organise un dîner de célébration ce soir. L'accord Hartfield est presque conclu. Tu devrais venir. » Je ne savais pas que je faisais partie de l'équipe de négociation. Elle rit. « Tu n'en fais pas partie, mais tu es toujours de la famille. » En quelque sorte. Allez, ce sera amusant. C'est papa qui invite. Le dîner eut lieu chez Carmichael, le steakhouse le plus cher de la ville. Je suis arrivé pour trouver mes frères et sœurs déjà là, ainsi que papa, Barbara, et 3 membres du conseil que je reconnus, Thomas Wright, Patricia Chin et Robert Dalton. Papa leva son verre. À Morrison & Son, et au prochain chapitre de notre croissance. Cette acquisition de Hartfield nous placera dans le top 5 des fabricants régionaux en termes de revenus. Tout le monde applaudit. Marcus me sourit de l'autre côté de la table. Même Sarah peut fêter ça. Plus d'affaires signifie plus de travail de comptabilité pour elle. Jennifer ricana. David avait juste l'air de s'ennuyer, faisant défiler son téléphone. En fait, dis-je doucement, je ne pense pas qu'il y aura d'acquisition de Hartfield. Papa fronça les sourcils. De quoi parles-tu ? Les chiffres ne tiennent pas. Les passifs environnementaux, à eux seuls, coûteront plus que. Sarah, me coupa papa, sa voix dure. Les décisions commerciales sont prises par des gens d'affaires, pas par des comptables qui n'ont jamais pris un vrai risque de leur vie. Thomas Wright hocha la tête. Morrison a raison. Parfois, il faut de la vision, pas seulement des feuilles de calcul. Je pris une gorgée d'eau et ne dis plus rien. Le dîner continua, tout le monde discutant de l'avenir radieux de l'entreprise élargie. Marcus parla des nouveaux postes de direction qu'il créerait. Jennifer exposa les campagnes marketing. David décrivit les synergies opérationnelles. Personne ne me demanda plus mon avis. Vendredi matin, je reçus un email de Marcus avec pour objet, urge, examen financier final requis. L'email contenait un fichier énorme, la proposition complète d'acquisition de Hartfield. Ils en avaient besoin finalisé pour lundi, pour le vote formel du conseil. J'ai passé le week-end à examiner chaque page. L'accord était pire que je ne le pensais.
Il payait 43 millions d'euros pour une entreprise dont les actifs réels valaient peut-être 25 millions, et dont les passifs environnementaux pourraient dépasser 30 millions. C'était un suicide financier, déguisé en projections optimistes. Lundi matin, je suis arrivé à 6 heures, comme d'habitude. À 8 heures, le parking était plein. Le conseil se réunissait à 9 heures. Carole m'a appelé à 8h30. Sarah, ils ont besoin que tu présentes l'analyse financière au conseil. C'est Marcus qui la présente. C'est lui qui a mené l'affaire. Il a dit que les chiffres, c'est ton département. Tu dois être là dans 15 minutes. Je rassemblai mes dossiers et me dirigeai vers la salle du conseil. La grande table en chêne était entourée des membres du conseil, de mes frères et sœurs, de papa, et de plusieurs avocats que je ne reconnaissais pas. Sarah, enfin, dit papa avec impatience. Explique à tout le monde les projections financières. J'installai mon ordinateur portable et affichai la présentation. L'acquisition de Hartfield Manufacturing pour 43 millions d'euros représente un risque financier important pour les raisons suivantes. Sarah, interrompit Marcus. Montre-leur juste les projections de revenus. Tout le monde ici comprend qu'il y a un risque dans toute acquisition. Je continuai. Hartfield a 18 millions d'euros de passifs environnementaux documentés, et potentiellement 12 millions de plus en problèmes non divulgués, basés sur. On a des avocats pour ça, lança papa. Donne-nous le résultat final. Est-ce que cette acquisition augmentera nos revenus et notre position sur le marché? À court terme, oui. Les revenus augmenteraient d'environ 8 millions par an. Cependant, les coûts de remédiation environnementale. Le court terme, c'est ce qui compte, intervint Jennifer. On gérera les défis au fur et à mesure. L'un des avocats s'éclaircit la gorge. M. Morrison, avant de procéder au vote, je dois rappeler au Conseil que toute acquisition de cette taille nécessite l'approbation de l'actionnaire majoritaire. Papa hocha la tête. Bien sûr. Je détiens 33%, et mes enfants détiennent collectivement 22% de plus grâce à leur part d'héritage. Ça fait 55%. Plus qu'assez. L'avocat s'agita, mal à l'aise. En fait, monsieur, nous avons découvert une divergence lors de notre examen de diligence raisonnable. L'actionnariat majoritaire n'est pas structuré comme vous l'avez décrit. La pièce devint silencieuse. De quoi parlez-vous? La voix de papa était sèche. Je sais exactement comment les actions de mon entreprise sont réparties. Il s'agit de la succession de votre père, il y a 12 ans. Les 67% qu'il détenait ne vous ont pas été distribués, ni à vos enfants. Ils sont allés dans une fiducie. Je le sais, dit papa avec impatience. La fiducie est gérée par des fiduciaires jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. J'ai été le contrôleur effectif de ces actions pendant des années. Les conditions ont été remplies il y a 3 ans, monsieur. La fiducie a transféré le plein contrôle à la bénéficiaire lorsqu'elle a eu 25 ans. Papa fronça les sourcils. Elle? L'avocat me regarda droit dans les yeux. Madame Morrison détient 67% de toutes les actions de l'entreprise depuis 3 ans. Elle est l'actionnaire majoritaire, et ce, depuis son 25e anniversaire. On aurait pu entendre une mouche voler. Marcus rit nerveusement. C'est ridicule. Sarah ne possède rien. J'ai les documents ici même, dit l'avocat en sortant un dossier. La fiducie a été établie par James Morrison, senior, avec des instructions très spécifiques. Sarah Morrison a été nommée bénéficiaire, avec un transfert de contrôle total à l'âge de 25 ans. Patricia Chin, l'une des membres du conseil, se pencha en avant. Laissez-moi bien comprendre. Sarah possède 67% de cette entreprise, et ce, depuis 3 ans? L'avocat confirma. Le visage de papa passa du rouge au blanc. C'est impossible. Mon père n'aurait jamais. Le testament de votre père est un document public, monsieur Morrison. Les documents de la fiducie sont confidentiels, mais ils sont juridiquement contraignants. Madame Morrison est l'actionnaire de contrôle depuis qu'elle a eu 25 ans, le 15 mars, il y a 3 ans. Jennifer se tourna vers moi, la voix tremblante. Tu savais? Je la regardai calmement dans les yeux. Les fiduciaires m'ont informé lorsque le transfert a eu lieu. Et tu n'as rien dit. Marcus se leva, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu es restée assise là pendant 3 ans, à nous laisser diriger l'entreprise, alors que tu en possèdes la plus grande partie?
Je vous ai regardé la mener à la ruine, corrigez-je doucement, et j'ai pris des notes. Robert Dalton, le troisième membre du conseil, prit la parole. Si Sarah est l'actionnaire majoritaire, alors elle doit approuver cette acquisition. C'est dans les statuts de l'entreprise. Papa retrouva sa voix. Sarah, ce sont des affaires de famille. Tu vas approuver cet accord. J'ouvris mon propre ordinateur portable. En fait, non. Je vote non à l'acquisition de Hartfield. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux, et je le fais. Les passifs environnementaux, à eux seuls, rendent cet accord toxique. Vous êtes sur le point de payer 43 millions pour une entreprise qui nous coûtera 50 millions à nettoyer. Thomas Wright secoua la tête. Morrison, est-ce vrai? A-t-elle vraiment le pouvoir de bloquer ça? L'avocat hocha la tête. Elle a le pouvoir de tout bloquer. C'est elle l'actionnaire de contrôle. Marcus frappa la table de sa main. C'est de la folie. Tu es comptable. Tu ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Je sais que vous avez augmenté les coûts opérationnels de 22% en 3 ans, sans augmentation correspondante des revenus. Je sais que les campagnes marketing de Jennifer ont un retour sur investissement de moins 5%. Je sais que les contrats fournisseurs de David nous coûtent 1,2 million de plus par an. Dois-je continuer? La pièce était silencieuse. La voix de papa était basse et dangereuse. Ton grand-père t'a donné ses actions par erreur. Il était vieux, confus. Il était parfaitement lucide, l'interrompis-je, et il m'a laissé une lettre. Les fiduciaires me l'ont donnée il y a 3 ans. Je sortis mon téléphone et lus le document numérisé. Chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que tu as 25 ans et que tu contrôles maintenant l'entreprise que j'ai bâtie. Je te confie cette responsabilité parce que tu es la seule à avoir le bon sens et l'éthique de travail pour la gérer. Mon fils est un homme bon, mais un homme d'affaires médiocre, et ses enfants ont été gâtés au point d'être inutiles. Observe-les, apprends de leurs erreurs, et quand le moment sera venu, prends le contrôle. L'entreprise a besoin de quelqu'un qui a mérité sa place, pas de quelqu'un qui en a hérité. Affectueusement, grand-père. Barbara parla pour la première fois. Espèce de petite intrigante. Attention, dis-je doucement. Je suis maintenant la patronne de votre fils. Patricia Chin prenait des notes. Sarah, en tant que membre du conseil, je dois vous demander, quelles sont vos intentions concernant la direction de l'entreprise? Je fermai mon ordinateur portable. Je convoque une réunion d'urgence du conseil pour vendredi. Lors de cette réunion, je proposerai une restructuration de la direction de l'entreprise. Tu ne peux pas nous virer, dit Jennifer, désespérée. On est de la famille. Je ne vire personne, pour l'instant. Mais il y aura des changements. Marcus, tu passes du poste de vice-président des opérations à un poste d'analyste senior dans ton département. Jennifer, ton budget marketing est réduit de 60%, et tu me rendras des comptes directement. David, tes contrats fournisseurs sont en cours de renégociation, et tu es réaffecté au contrôle qualité. David leva enfin les yeux de son téléphone, le visage pâle. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux. Je suis l'actionnaire majoritaire. Et papa. Tout le monde se tourna pour le regarder. Son visage était cendré au point tu es démis de tes fonctions de PDG. Tu resteras membre du conseil et conseiller, mais le contrôle opérationnel m'est transféré, avec effet immédiat. Sarah, la voix de papa se brisa. S'il te plaît. Cette entreprise, c'est ma vie. Alors tu aurais dû mieux la diriger. Je me levai. L'acquisition de Hartfield est annulée. Que quelqu'un prévienne leur équipe. La réunion est levée. Je sortis de la salle du conseil, le cœur battant la chamade mais le visage calme. Derrière moi, j'entendais une explosion de voix, Marcus criant, Jennifer pleurant, le silence stupéfait de papa. Carole était à son bureau, les yeux écarquillés. Mademoiselle Morrison, s'il vous plaît, organisez une réunion générale de l'entreprise pour demain matin à 9 h, et donnez-moi les coordonnées de chaque chef de département. Oui, madame. Je retournai à mon bureau, le bureau de l'entrepôt, et m'assis. Mon téléphone se mit immédiatement à vibrer de textos. Marcus, tu es folle. Ça va détruire l'entreprise. Jennifer, comment as-tu pu faire ça à la famille? David, papa t'a tout donné, et c'est comme ça que tu le remercies? Barbara, tu as toujours été ingrate.
Ton grand-père a fait une terrible erreur. Je les ai tous bloqués. 1 heure plus tard, on frappa à ma porte. Patricia Chin se tenait là, avec Thomas Wright et Robert Dalton. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Patricia. Je leur fis signe de s'asseoir. Les 3 membres du conseil s'assirent, l'air mal à l'aise dans mon petit bureau. « Nous devons discuter de ce qui vient de se passer, » dit Thomas. « J'exerce mes droits d'actionnaire majoritaire. » Nous le comprenons, dit Patricia avec précaution. Mais ce sont des changements drastiques. L'entreprise est dirigée par la famille Morrison depuis 40 ans. Et au cours des 3 dernières années, sous la direction actuelle, la rentabilité a diminué de 7%, le taux de roulement du personnel a augmenté de 34%, et nous avons perdu 2 clients majeurs en raison de défaillances de service. J'ai des documents sur tout. Robert se pencha en arrière. Vous vous prépariez à ça. Je faisais mon travail, ce qui inclut de savoir ce qui se passe réellement dans cette entreprise. Thomas s'éclaircit la gorge. Sarah, je vais être honnête. Quand Morrison vous a fait entrer il y a des années, nous avons tous supposé que c'était juste de la charité, une belle histoire pour se donner bonne conscience. Mais votre travail a été exceptionnel. Merci. La question est, dit Patricia, êtes-vous prête à diriger réellement cette entreprise? Être actionnaire majoritaire est une chose. Être PDG en est une autre. Je sortis un dossier que je gardais dans mon tiroir verrouillé depuis 2 ans. Voici mon plan stratégique pour Morrison & Son, stratégie de réduction des coûts, nouvelles opportunités de marché, renégociation des fournisseurs et améliorations opérationnelles. Des projections prudentes montrent que nous pouvons augmenter la rentabilité de 15% la première année, et de 25% la 3e année. Je leur en remis une copie à chacun. Ils lurent en silence pendant plusieurs minutes. C'est complet, dit finalement Robert. C'est aussi réalisable. Tout ce qui s'y trouve est basé sur des évaluations réalistes de nos capacités actuelles et de notre position sur le marché. Patricia me regarda d'un air songeur. Vous vous prépariez vraiment à ça. Depuis le jour où j'ai appris pour les actions. Je savais que si je devais prendre le contrôle, je devais le mériter, prouver que je pouvais faire mieux qu'eux. Thomas referma le dossier. Vous avez mon soutien. Pour information, je m'inquiétais des décisions de Morrison depuis 18 mois. L'accord Hartfield allait être un désastre. Je suis du même avis, ajouta Robert. Bien que j'admette que je ne m'attendais pas à ça. Patricia sourit légèrement. Je pense que James, senior, savait exactement ce qu'il faisait. Vous avez mon vote, Sarah. Après leur départ, j'ai passé le reste de l'après-midi à passer des appels. J'ai contacté l'équipe de négociation de Hartfield et me suis formellement retiré des pourparlers d'acquisition. J'ai appelé notre avocat pour entamer le processus de restructuration des accords de direction. J'ai programmé des réunions avec chaque chef de département. À 19h, on frappa de nouveau. Cette fois, c'était papa. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Sarah, on peut parler? Je hochai la tête, lui indiquant la chaise. Il s'assit lourdement. Je ne comprends pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? 3 ans, et tu n'as rien dit. M'aurais-tu écouté? Il resta silencieux un long moment. Probablement pas, vous avez passé 7 ans à me traiter comme si j'étais inférieur à vos vrais enfants, comme si je n'appartenais pas, comme si j'étais toléré mais pas valorisé. Ce n'est pas, il s'arrêta, incapable de terminer le mensonge. Chaque décision que je remettais en question, vous la rejetiez. Chaque préoccupation que je soulevais, vous l'ignoriez. Chaque réussite que j'obtenais, vous l'attribuiez à quelqu'un d'autre. Alors oui, quand j'ai découvert que grand-père m'avait donné le contrôle de cette entreprise, j'ai décidé d'attendre, d'observer, de voir exactement qui vous étiez tous vraiment. Et qu'as-tu vu? Une famille qui se souciait plus de l'apparence que du fond, plus de l'héritage que de la compétence. Vous étiez si occupé à vous assurer que je sache que je n'étais pas vraiment une Morrison que vous avez oublié de bien diriger l'entreprise. La voix de papa n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais sauver cette entreprise. Celle que grand-père a bâtie, celle que vous détruisez lentement. Et nous? Ça dépend. Êtes-vous prêt à travailler vraiment, à apprendre, à accepter que le sang n'est pas synonyme de compétence? Il me regarda, vraiment me regarda, peut-être pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas si je peux travailler pour ma fille. Alors tu peux prendre ta retraite avec ta pleine rémunération de membre du conseil,
mais tu ne peux plus être PDG. Tu as prouvé que tu n'en es pas capable. Il se leva lentement. Ton grand-père a toujours été un meilleur juge de caractère que moi. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour la façon dont nous t'avons traité. Tu méritais mieux. Oui, dis-je simplement. C'est vrai. Après son départ, je suis resté dans mon bureau jusqu'à minuit, travaillant sur les plans de transition. La réunion générale de demain serait intéressante. Le personnel n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, le sol de l'entrepôt était bondé des 300 employés. Je me tenais à l'avant, microphone à la main, regardant la mer de visages curieux. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Sarah Morrison. Je travaille à la comptabilité et à l'analyse financière ici depuis 7 ans. Depuis hier, je suis devenu l'actionnaire majoritaire et la PDG de Morrison & Son Manufacturing. Les murmures commencèrent immédiatement. Je sais que c'est inattendu. Je veux être clair sur mes priorités. Premièrement, cette entreprise a été bâtie sur la qualité et le service client. Nous allons revenir à ces valeurs. Deuxièmement, chaque personne dans cette pièce sera évaluée sur le mérite et la performance, pas sur les relations ou l'ancienneté. Troisièmement, nous allons commencer à traiter cette entreprise comme l'entreprise de valeur qu'elle est, et non comme une tirelire familiale. J'ai vu plusieurs personnes hocher la tête, en particulier parmi les chefs d'atelier qui avaient dû faire face aux mauvaises décisions opérationnelles de Marcus. Il y aura des changements dans la direction, mais il y aura aussi des opportunités. J'ai examiné notre structure organisationnelle, et il y a des gens talentueux ici qui ont été négligés pour des promotions. C'est terminé. Après la réunion, au moins 50 employés m'ont approché avec des questions, des préoccupations et, dans plusieurs cas, de la gratitude. Le superviseur de l'entrepôt, un vétéran de 20 ans nommé Mike Chin, m'a serré la main fermement. Mademoiselle Morrison, je veux juste dire que nous espérions des changements par ici depuis un moment. Certains d'entre nous commençaient à penser à partir. J'espère que vous resterez, Mike. J'ai examiné vos dossiers de performance. Vous êtes exactement le genre de personne que cette entreprise devrait promouvoir. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Venez me voir demain. Je veux discuter du poste de directeur des opérations. Cet après-midi-là, Marcus, Jennifer et David se sont présentés ensemble à mon bureau. Un front uni. Nous voulons démissionner, a annoncé Marcus. Je les ai regardés calmement. D'accord. Ils semblaient surpris. Jennifer a pris la parole. Tu ne vas pas essayer de nous retenir? Pourquoi le ferais-je? Si vous ne voulez pas travailler ici sous la nouvelle structure, c'est votre choix. Tu as besoin de nous, a dit David. On connaît cette entreprise. Vraiment? Parce que les chiffres suggèrent le contraire. Mais si vous voulez démissionner, j'accepterai vos démissions, avec effet immédiat. Vous recevrez vos indemnités contractuelles et vous pourrez chercher d'autres opportunités. L'assurance de Marcus vacilla. Juste comme ça? Juste comme ça. Cependant, si vous préférez rester et apprendre réellement à diriger une entreprise correctement, je suis prête à vous donner cette chance. C'est votre choix. Ils se sont regardés. Jennifer a parlé la première. À quoi ça ressemblerait? Ça veut dire suivre ma direction. Pas de traitement de faveur. Personne ne court voir papa. Vous faites les tâches que je vous assigne, vous atteignez les objectifs que je fixe, et vous prouvez que vous pouvez réellement contribuer. Si vous pouvez le faire, il y a un avenir pour vous ici. Si vous ne le pouvez pas, alors partir maintenant est probablement mieux pour tout le monde. C'est humiliant, a marmonné Marcus. Non, c'est la responsabilité, quelque chose que vous n'avez jamais connu. Ils sont partis sans un mot de plus. 2 heures plus tard, j'ai reçu des emails de tous les 3. Ils resteraient, pour l'instant. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mis en œuvre les changements que je planifiais depuis des années. Les contrats fournisseurs ont été renégociés, nous faisant économiser 1,4 million d'euros par an. Les dépenses marketing ont été réduites et recentrées sur des campagnes avec un retour sur investissement réel et mesurable. Les procédures opérationnelles ont été rationalisées. Et le changement le plus satisfaisant, mon bureau a déménagé de l'espace entrepôt de l'aile est à la suite exécutive, le bureau du PDG.
J'ai fait enlever la plupart des meubles coûteux de papa et les ai remplacés par des pièces fonctionnelles. La plaque en laiton sur la porte indiquait « Sarah Morrison, PDG ». Papa a pris sa retraite officiellement à la fin du mois. Barbara a complètement cessé de me parler. Mes frères et sœurs ont travaillé à leur nouveau poste avec divers degrés de ressentiment et, étonnamment, une compétence croissante. Jennifer a en fait montré des aptitudes pour le marketing axé sur les données quand elle ne pouvait plus compter sur le simple fait de dépenser de l'argent librement. 3 mois après le début de mon mandat de PDG, nous avons clôturé le premier trimestre avec des bénéfices en hausse de 12%. Les enquêtes de satisfaction des employés ont montré une amélioration de 28%. 2 clients qui étaient partis sont revenus. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner les résultats trimestriels, quand Patricia Chin a appelé. « Sarah, je viens de voir les chiffres. Impressionnant. Merci. Nous sommes en avance sur les projections. Le conseil veut discuter de la rémunération des dirigeants. Vous êtes toujours payé à votre ancien salaire de comptable. J'avais oublié ça dans le chaos de la transition. Je suppose que cela devrait être réglé. Je dirais bien. Vous dirigez une entreprise de 40 millions d'euros. Votre rémunération devrait en tenir compte. La réunion du conseil pour discuter de mon nouveau salaire a été programmée pour la semaine suivante. Quand je suis entré, les 3 membres du conseil souriaient. Sarah, a commencé Thomas, nous avons examiné la rémunération comparable des PDG dans notre secteur et pour une entreprise de notre taille. Nous proposons un forfait qui comprend un salaire de base de 320 000 euros, plus des bonus de performance liés à la rentabilité et aux objectifs de croissance. C'était 6 fois ce que je gagnais en tant que comptable. Cela semble juste, ai-je réussi à dire. Robert a souri. Vous l'avez mérité. Cette entreprise est déjà en meilleure forme qu'elle ne l'a été en 5 ans. Après la réunion, je suis retourné à mon bureau et je me suis assise, le bureau du PDG, regardant les rapports trimestriels, les plans stratégiques, les projections futures. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu, c'est Mike Chin. Je voulais juste vous remercier pour la promotion au poste de directeur des opérations. Ma femme a pleuré quand je le lui ai dit. Vous avez changé nos vies. J'ai souri et j'ai enregistré le numéro. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant le domaine familial. Les lumières étaient allumées et je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux, mon ancienne famille faisant face à sa nouvelle réalité. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de leur chute. Mais je n'ai ressenti aucune culpabilité non plus. Grand-père Morrison m'avait fait un cadeau. Pas seulement 67% d'une entreprise, mais la chance de prouver que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est présent, qui fait le travail, qui mérite sa place. Et j'avais mérité la mienne. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau à 6 heures, comme toujours. Le bâtiment était silencieux, le parking vide, à l'exception de ma voiture. J'ai traversé l'entrepôt, passant devant les machines qui fonctionnaient depuis 40 ans, créant des produits sur lesquels les gens comptaient. C'était à moi, maintenant. Non pas parce que quelqu'un avait pitié de l'orpheline, non pas par charité ou obligation, mais parce que j'avais prouvé que je le méritais. Mon téléphone a vibré avec les rapports de production du matin. Tout fonctionnait sans problème, dans les délais, de manière rentable. J'ai souri et je me suis mis au travail. 6 mois plus tard, la salle de conférence était de nouveau pleine, mais cette fois, c'était différent. Les chefs de département, les membres du conseil et les principaux actionnaires étaient réunis autour de la table. Et à la tête de cette table, dans le fauteuil du PDG, était assise exactement la personne qui devait y être. Moi. Commençons, dis-je en ouvrant la présentation de l'examen annuel. Morrison & Son Manufacturing a terminé son année la plus rentable de l'histoire de l'entreprise. Marcus était assis à 3 sièges de moi, prenant des notes sur mes directives opérationnelles. Jennifer a présenté des résultats marketing qui montraient enfin un retour sur investissement positif. David a fait un rapport sur les relations avec les fournisseurs qui permettaient d'économiser de l'argent au lieu de le gaspiller. Et papa, retraité mais présent en tant que membre du conseil, observait en silence depuis le coin. Après la réunion, il s'est approché de moi. Ton grand-père serait fier. Je sais, dis-je simplement. Comme je le savais. Grand-père Morrison avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Pas un cas de charité à tolérer, mais un leader attendant son heure. Et quand cette heure est venue, j'étais prête.
Les affaires de famille, c'est pour la famille, avait dit papa. Il avait raison. Il leur a juste fallu 7 ans pour comprendre qui était la vraie famille.